Alors la biologie à la lumière du désordre. S'il y a des biologistes dans la salle, ils pourraient être surpris. Pourquoi une conférence avec un titre comme celui-ci? Le biologiste a envie de dire la biologie étudie le niveau d'organisation de la matière pour lequel précisément un désordre à petite échelle, un désordre parmi les éléments d'une population, garantit justement la pérennité du lignage biologique, du lignage généalogique. Le biologique a besoin de désordre pour manifester des régularités à grande échelle, une pérennité à l'échelle de la généalogie. Alors ceci ne vous surprend pas, cette idée-là vous l'avez déjà vue au moins 3 fois depuis le début de l'après-midi, cette idée que finalement les sciences dont le rôle est d'expliquer collectivement et rationnellement la nature avec les seuls recours aux ressources de la nature, ces sciences finalement vivent assez bien avec l'idée que des désordres à petite échelle, des actions non coordonnées à petite échelle, pourvu que les effectifs soient très grands, peuvent manifester à grande échelle ce qui apparaît à nos yeux comme des régularités. Alors oui, effectivement, c'est surprenant. Eh bien, pourquoi est-ce que ça peut être surprenant ? Moi, ça m'a surpris dans ma carrière de chercheur de voir à quel point, au cours du XXe siècle, la biologie n'était pas complètement la biologie. C'est-à-dire qu'elle a importé des notions qui sont des notions d'instructeurs d'ordre, de donneurs d'ordre. Et en fait, j'ai apprécié la toute première intervention de ce midi, où il nous a été rappelé que, étymologiquement, et enfin dans le sens sémantiquement, le mot ordre désigne à la fois une régularité qui apparaît à nos yeux, soit dans le temps, soit dans les structures, dans la répétition des structures, mais le mot ordre signifie aussi l'injonction, c'est-à-dire la direction que doit prendre ce qui est soumis à l'ordre. Et donc c'est le même mot qui à la fois traduit des régularités d'un côté, et traduit aussi la nécessité d'obéir à un ordre. Et soit la biologie ne s'est pas débarrassée de vieux concepts d'ordre héritée de la théologie, comme la notion d'espèce sur laquelle je vais revenir dans un instant, soit elle a importé des métaphores donneuses d'ordre pour inscrire dans la matière biologique, sous forme d'un principe organisateur fort, des régularités qu'en réalité, elle n'avait pas besoin d'inscrire. La notion de programme ne vient pas de la biologie, la notion d'information ne vient pas de la biologie, et la notion de plan d'organisation vient, comme l'espèce d'ailleurs, d'une biologie idéaliste d'avant les sciences de l'évolution. Donc nous avons pérennisé à la fois des héritages théologiques et en même temps, nous avons importé des notions d'autres sciences qui semblaient nous servir parce qu'elles inscrivaient dans la matière biologique des régularités qui nous semblaient véritablement faire partie de la nature. D'où ce petit homoncule que Pierre-Henri vous a déjà montré et qui manifeste bien cette idée que pendant longtemps, en biologie, nous avons considéré que l'ordre à grande échelle devait nécessairement provenir d'un ordre à petite échelle. C'est ce que montre ce dessin qui date du XVIIe siècle, où le fait que les petits ressemblent à leurs parents vient de l'inscription même dans ce qui est transmis à la génération suivante du même petit. L'ordre engendre l'ordre. Il n'est pas conçu en biologie. On ne s'autorise mal à concevoir au XVIIe, et un peu plus tard même que l'ordre macroscopique puisse venir d'un désordre microscopique. Effectivement, notre langage n'aime pas le changement. Notre langage a besoin de régularité. Et la grande erreur de l'entreprise scientifique, explication rationnelle et collective du monde réel, la grande erreur, c'est de vouloir transférer dans ce monde réel ce qui ne relève que de nos nécessités langagières. Évidemment, si vous regardez le monde matériel, vous vous apercevez que des entités identiques n'existent quasiment jamais. Vous pouvez descendre à l'échelle cellulaire, ou à l'échelle moléculaire, et même à l'échelle atomique. Des entités matérielles identiques n'existent pas. En réalité, si vous regardez le monde que la science se propose d'expliquer avec une certaine dose de, j'ai envie de dire, de réalisme, eh bien, ce qui a besoin d'être stable et qui ne change pas, ce sont nos mots, mais la matière elle-même est définie par son changement même. Depuis Aristote, la catégorie philosophique qu'on appelle la matière, c'est ce qui est changeant.
hein. Et donc notre langage n'aime pas le changement et nous avons toujours tendance à vouloir inscrire dans la matière que nous sommes supposés interpréter les stabilités qui sont celles du langage. Et j'en veux pour preuve que, en tout cas pour ce qui s'agit des cultures occidentales, l'individu porte le même nom tout le long de sa vie alors qu'il a changé. De toute évidence, il n'y a plus un seul atome commun entre l'individu que vous voyez à gauche et celui que vous voyez à droite. C'est cette chose-là que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un individu, c'est-à-dire c'est une trajectoire historique. Mais lors de cette trajectoire historique, rien ne s'est maintenu dans cet individu. Et ne me parlez pas de sa mémoire. La mémoire, elle change. Vous savez ô combien que la mémoire est faillible. Et donc la mémoire ne garantit même pas la stabilité qu'on aimerait bien voir incrustée dans la nature. Donc la nature est foncièrement instable. La nécessité de stabilité, elle vient de notre langage. Et évidemment, savoir faire la différence entre ce qui relève de notre langage et ce qui relève de la nature est un grand enjeu dans les sciences, et en particulier, tout particulièrement dans les sciences biologiques. Alors, ce truc-là ne veut pas m'obéir. Je suis désolé. Ça ne marche pas très bien. Donc, désordre, oui, tout à fait. Vous voyez, la matière résiste. Hein. Alors, si je vais essayer de passer par ça. Oui, ça marche mieux. Alors, évidemment, il faut revenir à de grands hommes. On a parlé de Boltzmann. Pour les biologistes, le Boltzmann, c'est Charles Darwin. Pourquoi? Parce que Charles Darwin, dès 1859, même si les idées, il les avait avant, mais au moins il les publie en 1859, il publie cette idée majeure en biologie que des variations qui partent dans toutes les directions, pas nécessairement selon les besoins de celui qui les subissent ou qui vont les subir, des variations qui partent dans toutes les directions dans une population, vont produire, à l'échelle de la population, sur le long terme, d'abord une forme de stabilité. Pas le changement en première instance, mais d'abord une stabilité. Le principe, vous le comprenez, il est le suivant. Des individus dans une population varient. Ça, Pierre-Henri l'a bien expliqué. Le socle de la biologie, c'est la variation, bien sûr. Ces variations, pour qu'elles soient significatives sur le plan de l'évolution, il faut qu'elles soient héritables. Aujourd'hui, nous sommes très ouverts sur les modalités de l'héritabilité. Je pense que Pierre-Henri en a suffisamment parlé précédemment. Charles Darwin aussi, d'ailleurs, était très ouvert. Il n'y a que dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on s'est arc-bouté sur les gènes pour parler d'héritabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une conception de la biologie où nous pratiquons une héritabilité étendue. Nous ne transmettons pas que des gènes, nous transmettons aussi des marques épigénétiques, nous transmettons des traits culturels, nous transmettons beaucoup plus que des gènes, l'environnement également que nous modifions. Bref, peu importe les modalités de la transmission, ce qui importe, c'est ce qui est transmis. Et celles des variations qui sont fortuitement favorables à leur porteur dans un milieu donné, à un moment donné, confèrent à ce porteur la capacité à avoir plus de petits, donc si elles sont héritables, à être transmises et représentées davantage dans la génération suivante, jusqu'à ce que le trait se stabilise. Alors évidemment, là vous avez une petite population avec un trait stabilisé. Ce mécanisme, il s'exprime en 1859, 50 ans après un premier mécanisme qui avait été proposé par un Français, Lamarck en 1809, qui était d'une certaine manière un mécanisme dans lequel l'ordre intervenait de manière subtile. C'est que l'environnement instruisait celle des variations à sortir. Pour Lamarck, les individus font des efforts en vertu des contraintes de l'environnement dans lequel ils sont. Par entraînement des organes, par effort, le renforcement de l'organe est transmis à la génération suivante. L'organe par renforcement d'effort, l'organe se développe, ce développement est transmis à la génération suivante. D'autres organes, par défaut d'effort, diminuent et cette diminution est également transmise à la génération suivante. Il y a une forme d'instruction donnée par l'environnement sur celle des variations à sortir. Ce qui se passe à l'échelle de l'individu reflète ce qui se passe à l'échelle de la population chez Lamarck. L'aptitude de l'individu et l'adaptation de la population sont une seule et même chose chez Lamarck, même si les mots ne sont pas utilisés comme cela. Alors que chez Darwin, vous remarquerez que ce qui se passe à l'échelle d'un individu ne reflète pas nécessairement ce qui se passe à l'échelle de la population. L'aptitude relève des individus, l'adaptation relève de la population. Il y a un découplage, il y a un décentrement qui est toujours très difficile à faire pour nous.
Si vous avez compris Darwin, vous vous rendez compte que ce qui est bon pour l'individu n'est pas nécessairement bon pour le lignage ou pour la pérennité du lignage, et ce qui est bon pour le lignage n'est pas nécessairement bon pour l'individu. Pour qu'un lignage biologique se pérennise, il faut qu'il y ait des morts. Et ça, c'est vrai aussi dans votre corps aujourd'hui. Aujourd'hui, vous lisez la littérature dans Science Nature, le cancer, par exemple, est complètement réinterprété aujourd'hui à la lumière de phénomènes de sélection naturelle entre les variants de la tumeur cancéreuse. Et on voit bien que ce jeu justement, entre la vie et la mort, qui bénéfique à certaines échelles, mais pas nécessairement bénéfique à l'échelle de votre individu. Mais ça, c'est vrai aussi dans les populations. Donc en fait, ce qui est très difficile à admettre toujours aujourd'hui, par une bonne fraction des populations, qu'il s'agisse de l'Europe ou d'autres parties du monde, c'est que ce qui semble convenir à notre vie individuelle n'est pas nécessairement ce qui conviendra aux générations futures. Alors, ce raisonnement, une fois que vous l'avez admis, il y a deux caractéristiques. D'abord, ce n'est pas l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle qui fait la différence entre Lamarck et Darwin. À leurs époques respectives, les deux auteurs admettent l'un et l'autre l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle. Ça, c'est une vieille confusion qui s'est installée dans les médias. Non, ce qui fait la différence entre les deux, c'est que chez Lamarck, la variation apparaît aux besoins de celui qui la porte, alors que chez Darwin, la variation apparaît indépendamment des besoins de celui qui la porte. Et deuxième différence, je viens de la dire, ce qui se passe à l'échelle de l'individu reflète ce qui se passe à l'échelle de la population chez Lamarck, alors que chez Darwin, ce n'est pas le cas. Une fois qu'on a compris ça, il y a un élément majeur de cette figure, c'est qu'ici, les petits boutons qui représentent des individus terminent sur la même couleur. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en tant que biologiste, c'est pourquoi est-ce qu'on m'a enseigné que la sélection naturelle expliquait l'évolution des espèces. En première instance, dans le sous-titre du livre de Darwin, la sélection naturelle explique d'abord la persistance, c'est-à-dire la stabilité. La sélection naturelle est génératrice de régularité à court terme. Mais ça, on ne l'a jamais enseigné de cette façon-là. En tout cas, la biologie que vous avez reçue à l'école ne vous a pas enseigné l'évolution de cette façon. Dans le sous-titre du livre de 1859, on voit l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence. Alors attention, l'usage des mots à l'époque n'est pas le même usage que les mots aujourd'hui. Ne vous arc-boutez pas sur le vocabulaire qui est utilisé ici. Simplement, j'attire votre attention sur la préservation. C'est-à-dire que dans ce sous-titre, il n'y a pas le mot évolution, il n'y a pas le mot transmutation, il n'y a pas le mot transformation. Il y a le mot préservation. Et ça, ce qui est remarquable, c'est que, effectivement, nous n'avons pas gardé, dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette idée que la sélection naturelle était d'abord pourvoyeuse de régularité avant que d'être pourvoyeuse de changement. Bien sûr, je vous l'accorde, si l'environnement vient à changer, là, le tapis roulant continue. Il va y avoir d'autres mutations, d'autres changements qui vont continuer à créer de la variabilité. Et si l'environnement change, bien entendu que les cartes qui vont être triées, le tri qui va être opéré, le criblage qui va être opéré va changer ces paramètres. Et donc, il va y avoir de nouveaux variants, la population aura changé. Mais nous avons simplement oublié un peu, quand même, cette idée que la sélection naturelle, à court terme, génère d'abord du semblable, génère d'abord cette combinaison de variations capables qu'à un cas de survivre, qui forment une régularité, qui font que finalement les individus qui échangent, qui font des petits ensembles, se ressemblent, et avec cette moyenne d'individus, eh bien, nous on fait des espèces, notre langage fait des espèces pour les besoins du langage, parce que nous ne pouvons pas faire de biologie en donnant un prénom à chaque mouche ou à chaque pâquerette. Nous avons besoin de concepts de portée générale pour arriver à parler d'ensemble d'organismes. Donc l'origine des espèces dans le livre de Darwin, elle n'est pas vraiment inscrite dans la nature, c'est une origine épistémologique. La sélection naturelle fournit une moyenne qui arrive à survivre, qui font que les individus se ressemblent, et avec cette moyenne-là, moi j'arrive à définir un ensemble à peu près ressemblant d'espèces, qui fait que les chats ressemblent aux chats et les chiens ressemblent aux chiens. En tout cas, ils se ressemblent plus entre eux qu'ils ne sont dissemblables entre eux, et surtout, ils se ressemblent plus entre eux qu'ils ne ressemblent de lignages voisins avec lesquels ils ne se croisent pas. Et donc, cette idée de stabilité, nous l'avons oubliée, et ça a des conséquences considérables sur la biologie d'aujourd'hui. Tout d'abord, un des
un des scandales de Darwin, enfin, si je peux, scandale entre guillemets, hein, c'est pas un scandale pour les scientifiques, même pas pour les scientifiques de l'époque d'ailleurs, c'est que l'espèce change de statut. C'est-à-dire que Pierre-Henri vous a parlé de Linné, effectivement. Un siècle avant Darwin, le grand Linné tient les espèces pour réelles, c'est-à-dire elles sont le fruit de la création divine. L'héritage de la biologie dont je suis en train de parler vient en partie du fait que l'histoire naturelle se développe au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle dans un cadre théologique. Je vous rappelle que les théologiens contrôlent la production des scientifiques pendant ces 2 siècles-là. Les choses commencent à changer dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Mais pendant très longtemps, l'histoire naturelle a été faite dans un cadre théologique. Linné le fait explicitement, il dit la systématique, c'est-à-dire la science des classifications, est la science divine, c'est celle qui restitue à l'intelligence des hommes le plan divin de création. Et l'espèce est donc le fruit de cette création. Donc il y a un réalisme de l'espèce chez Linné, et s'il y a bien un scandale chez Darwin, c'est que l'espèce finalement n'est qu'une convention de langage associée à un flux généalogique. Alors la figure ici est moderne, ce n'est pas une figure de Darwin que je vous montre là, pardon. Ah ça y est, ça remarche. La figure que je vous montre là n'est pas de Darwin, mais je vous donne juste quelque chose qui ressemble à une convention moderne de l'espèce. Les espèces ne sont pas écrites dans la nature. D'ailleurs, Pierre-Henri vous l'a bien montré, les limites langagières que nous posons sur les flux généalogiques, elles sont tout le temps mises en défaut, parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin que le langage, définisse rigoureusement ou circonscrive rigoureusement des individus. Nous n'arriverions pas à faire de biologie. Ce langage doit circonscrire des ensembles à peu près cohérents, mais la nature n'arrête pas de varier. Alors qu'est-ce qu'on a pris comme convention pour parler d'espèces? Vous voyez que si le temps s'écoule du haut vers le bas, eh bien une définition théorique de l'espèce, ça sera quoi? Ça sera, dans sa version moderne, un flux de génération. Mais ce flux de génération, il est continu. Là, si je pars de cet individu-là et que je vais jusqu'en bas, le flux de génération est continu. Par convention, je vais mettre des bulles grises qui sont des conventions de nom. Ce ne sont pas des phénomènes naturels qui se passent là. Je vais appeler de la même façon l'ensemble des individus qui font des petits ensembles. Depuis un point de séparation de ce fleuve, permettez-moi la métaphore, si on imagine que cette généalogie est un fleuve qui fait des bras, eh bien, le fleuve est divisé en certains points pour X raisons, peu importe les raisons, ce n'est pas le propos aujourd'hui. S'il y a des divisions dans ce fleuve, eh bien, une espèce sera l'ensemble des individus qui font des petits ensembles, depuis un point de scission ici, jusqu'au prochain point de scission. Mais cette bulle grise que vous voyez, c'est une bulle de convention langagière. C'est moi qui donne des noms à des individus. Ce n'est pas écrit dessus, en quelque sorte. Et donc, la biologie moderne ne pratique pas ce qu'on appelle le réalisme de l'espèce. La biologie moderne ne reconnaît que la réalité matérielle des barrières à la reproduction. Ça, oui, dans la nature, il y a des barrières à la reproduction qu'on peut documenter. Mais c'est à partir de ces barrières que nous allons créer, nous, des conventions de langage. Donc, l'espèce n'est pas matériellement inscrite dans le monde naturel. Vous en avez l'impression parce que vous voyez la nature dans une tranche de temps qui est impropre à l'analyse des phénomènes évolutifs. Si vous vous mettez dans le temps présent ici en bas, bah c'est sûr, hein, vous voyez des girafes ici, vous voyez des éléphants ici, et vous vous dites, bah oui, les girafes ne font pas de petits que les éléphants, c'est sûr, l'espèce est réelle. C'est ce que Aristote a fait, c'est ce que Linné a fait, c'est ce que d'une certaine manière un biologiste du XXe siècle, Ernst Mayr, a fait aussi, il a pratiqué un réalisme de l'espèce. Si vous vous offrez la profondeur du temps, et ça c'est très important avec Darwin, dans un cadre théorique, il faut absolument que vous inscriviez le monde vivant dans la profondeur du temps, le caractère conventionnel de l'espèce ne vous apparaît qu'à ce moment-là. Si là j'ai une girafe et que là j'ai un éléphant, bon, il y a eu un ancêtre commun, la girafe et l'éléphant là-haut. Oh oui, mais il avait quelle tête, au fait? Bah, si c'était une girafe, ça s'est forcément transformé sur le chemin qui menait à l'éléphant, sinon l'éléphant serait girafe. Si c'est un éléphant, bah, ça s'est transformé forcément sur le chemin de l'éléphant ancestral à la girafe, sinon la girafe serait éléphant. Ou alors c'est un machin entre les deux, et puis ça s'est transformé sur les deux chemins généalogiques depuis, et c'est effectivement ce qui se passe, c'est que nous avons des ancêtres communs, que nous inférons, c'est un verbe un peu sophistiqué, que nous déduisons des analyses de l'anatomie comparée moderne. Nos ancêtres sont des portraits robots, ce ne sont pas des objets instanciés dans le monde matériel. Ce sont des portraits robots parce qu'ils sont construits à l'aide d'une théorie, et heureusement d'ailleurs, il n'est pas de science sans cadre théorique.
L'espèce est donc une convention de langage posée sur un flux généalogique, et ça, c'est la version moderne de l'espèce. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que l'espèce, au XXe siècle, a continué à faire partie de ces invariants, enfin, de choses dont on supposait qu'elles ne devaient pas varier dans la nature, et ça a donné quelque part une espèce dont l'instruction était le programme, dont a déjà parlé Pierre-Henri tout à l'heure. Alors si on résume le propos, prenons Linné ici. Linné pense que ce qui est donné à voir aux hommes, ce sont les espèces. Là, il y a le principe explicatif, ce qui explique, et ça, c'est ce qui est à expliquer. Pour Linné, Dieu explique la régularité de l'espèce. Forcément, l'espèce, elle est créée de la main divine. Là, on est au XVIIIe siècle. La révolution darwinienne, justement, pourquoi est-ce qu'on en parle toujours? C'est que Darwin a tourné le dos à cette idée que ce qui est donné à voir aux hommes, ce sont des espèces. Puisque Darwin s'est offert la profondeur du temps, comme je le disais tout à l'heure. Pour Darwin, la sélection naturelle explique d'abord la régularité des individus qui n'arrêtent pas de varier. La question de Darwin, c'est pas comment se fait-il que les espèces évoluent? Pour Darwin, l'espèce n'est pas réelle. La question de Darwin, c'est comment se fait-il que malgré une variation que je constate être considérable et malléable par les horticulteurs et les éleveurs, il y a un potentiel de variation extraordinaire parmi les membres d'une communauté qui se reproduisent entre eux. Comment se fait-il que malgré cette variation, j'ai encore une moyenne à peu près régulière dans le temps? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à faire des espèces? Qu'est-ce qui fait que j'ai une moyenne là? Et cette moyenne, elle est due, dans un moment donné, à la sélection naturelle. Alors, je vous l'accorde, sur le long terme, si l'environnement change, la moyenne va se déplacer. Et oui, la sélection naturelle explique aussi pourquoi les espèces changent, mais quand j'ai fait cette phrase, j'ai fait comme si l'espèce était quelque chose inscrit dans le monde réel. L'espèce n'est qu'une convention de langage pour Darwin. Donc la sélection naturelle explique les régularités des êtres vivants à partir desquels je fabrique des espèces. Ce qui est donné à voir, ce sont des individus dans la nature et leurs variations. Il n'y a pas de réalisme de l'espèce chez Darwin. Mais il y a des dérapages sémantiques, forcément, parce que nous sommes obligés de parler parfois de manière courte. Ernst Mayr, au XXe siècle, alors excusez-moi, le terme est peut-être un peu fort, parce que Ernst Mayr est quand même l'un des acteurs majeurs de la théorie synthétique de l'évolution, à partir de 1950, enfin, des années 40-50, mais tout de même, il y a une certaine forme de trahison sur le plan philosophique de Mayr par rapport à Darwin. C'est que Ernst Mayr a une sensibilité de l'espèce qui est très inscrite dans le temps présent, dans le ici et maintenant, l'ensemble des populations qui échangent des gènes entre elles. Et donc, Ernst Mayr ne regarde pas tellement la profondeur du temps. S'il y a bien un acteur de la théorie synthétique de l'évolution au XXe siècle qui regarde à la profondeur du temps, c'est George Simpson, le paléontologue. Mais Simpson ne sera pas celui qui sera le plus entendu quant au statut de l'espèce. Ernst Mayr est aristotélicien. Il considère que ce qui est donné à voir aux hommes, quelque part, c'est quand même l'espèce. Et donc, le rôle de la sélection naturelle, ce n'est pas d'expliquer la régularité, puisque la régularité, elle est déjà donnée. Ernst Mayr vous apprend que la sélection naturelle explique le changement de l'espèce. Et c'est ça qu'on a appris à l'école au XXe siècle. Et c'est ça qu'on apprend encore à l'école aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le principe d'ordre est quelque part régi. L'espèce fonctionne comme un principe d'ordre, alors que pour Darwin, c'était beaucoup plus subtil. La sélection naturelle n'offrait pas un ordre, mais offrait au moins une régularité, on va dire. Enfin, offrait l'explication d'une régularité à court terme. Donc c'est pas faux, d'une certaine manière. La sélection naturelle explique aussi le changement des flux de génération. Mais il y avait un réalisme de l'espèce chez Ernst Mayr. Alors qu'est-ce qui fait l'espèce? Alors, parce que pour Darwin, ce qui fait l'espèce, c'est clair, c'est nous. Mais pour Mayr, si l'espèce est donnée à voir aux hommes, qu'est-ce qui fait l'espèce? Eh bien, la béquille idéaliste d'Ernst Mayr, ça va être le programme génétique. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, cette béquille, mais elle va arriver au même moment. Pourquoi les chats font des chats? Pourquoi les chiens font des chiens? Parce que dans un chat, il y a un programme de chat, et dans un chien, il y a un programme de chien. Et le programme est le donneur d'ordre qui va sauver le réalisme de l'espèce au XXe siècle chez Ernst Mayr. Au XXIe siècle, nous revenons à une biologie beaucoup plus darwinienne, dans le sens où nous admettons beaucoup mieux que dans la nature, finalement, il n'y a que des individus et leurs variations, et que la sélection naturelle, au sens large, et les modes d'héritabilité étendus, expliquent les régularités de ces individus que nous nommerons comme des espèces. Alors,
conclusion de ça, c'est que l'espèce n'est pas donnée à voir, elle est une convention de langage, mais ça, c'est pas nouveau, ça fait 150 ans qu'on le savait, seulement on ne s'est pas toujours comporté comme ça au XXe siècle. Le programme, je viens d'en parler, alors justement, je suis content que Pierre-Henri en ait parlé, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'on peut faire une biologie sans véritable programme. En fait, comme l'a dit Pierre-Henri, c'est tellement compliqué, cette histoire de programme aujourd'hui, que quand on vous dit qu'un programme se déprogramme, se reprogramme, varie selon l'environnement, peut être édité de différentes manières, bref, ça veut dire pourquoi maintient-on la métaphore du programme? Cette métaphore, elle est quand même lourde de conséquences. Qu'est-ce que c'est qu'un programme? Un programme, à l'origine de l'importation de cette notion en biologie, chez Jacob, chez Monod, y compris même peut-être chez Schrödinger, la notion de programme, c'est quand même cette idée que l'ensemble des instructions sont tenues dans une structure codée, et puis ces instructions vont être réalisées une à une, et quand même doivent fournir une régularité forte sur ce qui est à en sortir. Or, la régularité, elle est de moins en moins forte, précisément. Et après tout, est-ce que la biologie a encore besoin de la notion de programme? Et à mon avis, non. On peut très bien faire de la biologie sans la notion de programme. Cette notion vient en partie de cette idée qui est dans le livre dont Pierre-Henri vous a déjà parlé, le livre de Schrödinger en 1944, What is Life? Dans ce livre, il est prévu, un physicien conçoit très bien, ça a été déjà dit dans l'après-midi, que des régularités à grande échelle puissent provenir d'un désordre à petite échelle. Ça, ce n'est pas un souci pour un chimiste ou un physicien. Mais Schrödinger, lorsqu'il parle de biologie, interdit ce principe à la biologie. Il considère que les êtres vivants sont trop compliqués pour que leur régularité à grande échelle puisse provenir d'un désordre à petite échelle. Et donc, il prévoit que pour la biologie, une régularité à grande échelle, les parents ressemblent à leurs enfants, les chats font des chats, les chiens font des chiens, à cette régularité à grande échelle, il doit lui correspondre une régularité, un principe d'ordre à petite échelle. Il prévoit la classe de molécules capable de fournir ces instructions. Il prévoit un polymère, c'est-à-dire un enchaînement de motifs, apériodique, ça veut dire que finalement, il y a une combinatoire de perles dans le collier de perles qui fait qu'on a une infinité de possibilités de codage. Et effectivement, sa prédiction était juste. Une molécule qui serait longue, qui serait un polymère apériodique, eh bien oui, c'est plus tard, en 1953, c'est ce qu'on découvrira à travers la structure du support matériel de l'hérédité, qu'est l'ADN. Donc, Schrödinger a eu raison sur la classe de molécules capables de coder quelque chose, coder entre guillemets, mais évidemment, on a pris le bain philosophique avec le bébé, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, on a considéré qu'en biologie, un ordre à grande échelle devait nécessairement provenir d'un ordre instruit à petite échelle. On a changé de biologie aujourd'hui, en fait. Et là, je pense que la révolution depuis 2000, il y a vraiment un basculement de la biologie depuis 2002. Depuis 2002, on documente expérimentalement le caractère aléatoire de l'expression génétique. Et que finalement, l'ordre à grande échelle, il s'explique très bien par des désordres, d'ailleurs beaucoup plus en accord avec la physicochimie de l'ADN, la physicochimie des histones, ce qu'on connaît de la physicochimie de la dynamique des cellules et des protéines. La biologie donne la main, si je peux le dire comme ça, du point de vue de la structure physique et chimique des protéines qui contrôlent l'expression génétique. La biologie donne la main aujourd'hui à la physique et à la chimie pour reconnaître qu'on a des phénomènes vibratoires aléatoires dont la moyenne, selon l'environnement, fournit une régularité. Ce qu'on appelle la biologie probabiliste, l'expression stochastique des gènes, est aussi explicative des régularités des cellules, que même meilleure, du point de vue de la prédictibilité, que ne l'étaient les modèles sous paradigme de programme. Donc on peut abandonner cette notion de programme pour une biologie probabiliste, qui est en connexion complète avec le cadre théorique général de la biologie, c'est-à-dire que c'est la variation qui est première, et de cette variation, une fois triée, sort une régularité à plus grande échelle. Et c'est comme ça aujourd'hui que l'expression génétique se pense davantage. Donc l'espèce est une convention de langage, le programme on peut s'en débarrasser, on peut parler de régularité. Alors on peut continuer à dire programme, ça ne me gêne pas, mais ne nous faisons pas abuser par les métaphores. Le problème est toujours là chez les scientifiques. Les scientifiques utilisent des métaphores dont ils savent très bien entre eux ce qu'elles signifient, ou le degré de précaution qu'il s'agira de comprendre à partir de cette métaphore. Seulement le problème c'est que les métaphores elles passent dans les médias et elles passent dans l'enseignement. Et si vous faites un effort pour améliorer l'enseignement de la biologie dans notre pays, vous butez
sur ces métaphores, parce que vous ne pouvez pas expliquer à des élèves que ce mot, il est à peu près bien, mais il ne désigne pas tout à fait le phénomène tel qu'il devrait se désigner. Bref, les sciences sont faites pour ça, hein, utilisons un mot précis. Depuis le début des sciences, les sciences emmènent notre rationalité au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir, et forcément les sciences génèrent de nouveaux mots qui nous évitent des métaphores qui finissent par créer des incompréhensions entre disciplines, ou alors même dans l'apprentissage ou dans l'enseignement d'une discipline scientifique. Donc le programme n'est pas donné à voir non plus. Il était fait pour sauver l'espèce réifiée au XXe siècle. Et si l'espèce est une convention de langage, vous pouvez dire que le programme peut se traduire par une régularité obtenue dans les phénomènes que nous regardons. Alors je vous parlais d'une nouvelle biologie, une biologie probabiliste. En 2002, un papier dans Science documente pour la première fois expérimentalement expérimente ce fait que un clone bactérien dans un milieu rigoureusement homogène, toutes ces cellules-là sont soumises au même milieu. Si on se donne les moyens moléculaires de regarder la variabilité de l'expression génétique dans le même milieu à partir d'entités qui sont supposément les plus ressemblantes possibles, je ne crois pas, moi, en tant que biologiste, je ne crois pas à l'identité. Il n'y a pas deux entités biologiques identiques, à l'atome près. Ça, c'est rien dans la physico-chimie ne permet de dire ça. Alors admettons qu'à quelques mutations près, toutes ces bactéries soient identiques. Eh bien, ce que montre cette expérience, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'est qu'on a une variabilité d'expression des ARN messagers. Il y a une variabilité d'expression génétique que traduisent ces couleurs ici. Il y a un système qui révèle par couleur. Ces cellules ne font pas la même chose alors qu'elles sont supposées faire la même chose. Bref, c'est le caractère aléatoire de l'expression génétique qui est mis en évidence dans ce papier. Et depuis, une foule d'articles continuent d'être produits et qui démontrent que le hasard est au cœur de la cellule. La biologie probabiliste d'aujourd'hui rend beaucoup mieux compte de ce qui se passe dans une boîte de pétri ou dans un organisme avec un modèle stochastique, enfin un modèle aléatoire de l'expression génétique, plutôt qu'avec une métaphore du programme, mécaniste et déterministe, tel qu'on le pratiquait avec l'héritage de Jacob, Le Wolf et Monod, le prix Nobel de 1965. Il y a une plus grande continuité entre génotype et phénotype. En fait, le gène change de statut. Le gène n'est plus un notaire, il devient un partenaire. Je pense que c'est ce que vous avez senti à la fin du propos de Pierre-Henri, c'est que le gène continue évidemment à être acteur, il impulse quelque chose, mais ce qui va résulter de cette impulsion va dépendre de marques épigénétiques ou va dépendre de l'environnement, va dépendre de beaucoup de classes de molécules qui sont là en même temps dans la cellule. Et donc, quelque part, on est passé sensiblement à la charnière 21e siècle d'un statut de gène notaire, d'un statut de gène régisseur, donneur d'ordre, si vous voulez, donneur d'instruction, à un statut de partenaire. Il sert à quelque chose, il est toujours là, bien sûr, mais il est beaucoup plus modulé, il compose avec son environnement et d'autres classes de molécules. En tout cas, on lui permet de composer beaucoup plus qu'on ne le faisait dans les décennies précédentes. Bon, je ne rentre pas dans les détails sur l'autre aspect ici, pour rester dans les temps. Alors, il y a eu un article en octobre 2014 dans la revue Nature qui se demandait si la théorie évolutive en biologie, la grande théorie de la biologie, de la paléontologie et de l'anthropologie, est-ce que cette grande théorie de l'évolution doit nécessiter d'être repensée? Est-ce qu'elle doit être repensée? Et quand on lit cet article, en fait, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de la théorie de l'évolution. Alors, il y a des gens qui disent oui, absolument, il faut repenser la théorie de l'évolution. D'autres qui disent non, pas tant que ça, ou pas du tout. Et en fait, quand on lit l'article, on s'aperçoit que ce qui est le cœur de l'article, ce n'est pas du tout la théorie de l'évolution, ce n'est pas le principe de la sélection naturelle, ce n'est pas la dérive génétique, c'est pas... Non, il est question surtout des modalités de l'héritabilité, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est transmis à la génération suivante et selon quelle modalité. Donc, je parlais d'héritabilité étendue, Pierre-Henri en a parlé avant moi. Finalement, le grand débat d'aujourd'hui, c'est il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pensait soumis à sélection et il se transmet aux générations suivantes, beaucoup plus que des seuls gènes. Donc, en fait, on va vers une biologie beaucoup plus intégrative et, à mon sens, c'est un enrichissement. On quitte un réductionnisme génétique qui a été celui de mes études quand j'étais étudiant. Troisième fruit d'un donneur d'ordre, le fruit du programme, c'est le plan d'organisation. Alors, le plan d'organisation, c'est une métaphore mnémotechnique que nous avons gardée d'un héritage de la morphologie idéaliste de Goethe
ou de Haeckel au XIXe siècle. Le plan d'organisation, là aussi, vous pourriez très bien faire de la biologie sans plan d'organisation. Alors je vais terroriser peut-être ceux d'entre vous dans la salle qui est enseignant, mais il y a des notions ici qui continuent d'être enseignées. Le problème du plan d'organisation, il est le suivant. Si vous me dites qu'un plan d'organisation, c'est juste dessiner un organisme et dire ce qu'il est censé avoir, voilà le plan d'organisation d'un vertébré, voilà ce qu'il est censé avoir, deux yeux, une queue, une colonne vertébrale, etc. Si vous apprenez par cœur les organes qui me permettent de reconnaître un vertébré. Voilà, un plan d'organisation, c'est un système mnémotechnique. Ça n'est que pragmatique, ça ne raconte rien sur le monde. Je veux bien. Le problème, c'est que mes collègues chercheurs, et surtout ceux qui font de l'évo-dévo, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'évo-dévo, l'évo-dévo, c'est un courant de la biologie du développement embryonnaire, c'est un courant de l'embryologie qui marie la compréhension des mécanismes du développement embryonnaire avec la théorie de l'évolution. Eh bien, l'évo-dévo, qui est censé travailler dans un cadre beaucoup plus riche, et en tout cas l'arbre de la vie dont vous a parlé Pierre-Henri, cet arbre phylogénétique qui raconte qui est apparenté à qui, l'évo-dévo est censé en tenir compte. Cet arbre voit les changements des organismes en mosaïque. Eh bien, malgré la nécessité mosaïque qu'impose l'arbre phylogénétique, mes collègues de l'évo-dévo continuent à parler de body plan, c'est-à-dire de plan d'organisation du corps. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser, et pourtant elle est gênante. Pourquoi? Parce que si vous me dites, c'est un moyen mémotechnique, moi je veux bien. Mais qu'est-ce que vous faites alors, lorsque vous vous retrouvez devant des organismes qui n'ont plus d'yeux? Ou si vous vous retrouvez devant des organismes qui n'ont plus de queue? Comment vous avez retenu votre leçon? Ah non, mais alors on va vous répondre, non, mais c'est qu'ils l'ont perdu. Ah, mais attention, il y a une grande différence entre dire que le poisson-lune n'a pas de queue, ça c'est de l'ordre du constat, et il y a une grande différence entre cette phrase et dire l'ancêtre des poissons-lunes a perdu la queue. Alors là, c'est plus du tout un truc mnémotechnique. Là, vous ancrez l'observation dans un cadre théorique général qui est le cadre de la théorie de l'évolution. Donc le statut de votre phrase change complètement. Le premier statut est un statut strictement mnémotechnique et pratique. Le deuxième est un statut théoriquement habité. Et donc le plan d'organisation, il est sauvé par ce à quoi il ne devait pas servir. Il y a une vraie contradiction à dire « Ah ben je vais sauver le plan parce que finalement je sais très bien que le poisson-lune a perdu la queue ». Même chose pour les gymnophiones, même chose pour les grenouilles. D'ailleurs on les appelle les anours. Anour, ça veut dire qu'il n'a pas de queue. Donc le plan d'organisation ne peut pas être sauvé par le recours aux pertes secondaires, parce qu'on change de statut épistémologique du plan d'organisation. Si vous faites de la biologie évolutionniste normale, c'est-à-dire si vous ancrez la biologie dans son cadre théorique, ce que toute science est censée faire quand même, hein, on est quand même censé faire de la science dans un cadre théorique cohérent, eh bien on n'utilise plus le plan d'organisation, parce que ça n'est qu'un moyen mnémotechnique. Alors si on veut être pur sur le mnémotechnique, moi je préférerais la métaphore de la carte. Si vous dites la carte, ça dit ce que ça veut dire. J'ai dessiné sur un papier ce à quoi je dois m'attendre. Je ne suis pas en train d'expliquer le monde avec une carte. Le plan, il est ambigu sur le plan sémantique, parce que le plan, c'est à la fois quelque chose qu'on dessine, mais c'est aussi un projet d'un plan. On se fait un plan resto, on se fait un plan bouffe, vous voyez ce que je veux dire? Donc le plan, c'est aussi quelque chose qui relève quelque part d'une instruction, d'un donneur d'ordre, en tout cas d'une intention. Donc je préfère la carte. J'aime bien ce dessin-là, parce que franchement, il est parfaitement, là pour le coup, quitte à être abstrait, soyons abstraits jusqu'au bout. Là, c'est la partie antérieure de l'organisme, ça c'est la partie postérieure, là la partie dorsale, la partie ventrale. On va vous dire que la bouche a plutôt tendance à être antérieure et ventrale, et que les reins ont tendance à être dorsaux et postérieurs. Bon, là, on a vraiment une carte, et on arrête de parler de plan, ce qui est beaucoup plus clair, je pense, si on veut faire un enseignement clair de la biologie. La pensée évolutionniste et phylogénétique vous inscrit que l'évolution des organismes, dans la façon dont ils sont constitués, se lie de manière mosaïque. Quand vous gagnez quelque chose, comme un numérus et un fémur, à un moment donné, bah oui, vous pouvez le perdre. Ici, vous perdez l'humérus et le fémur. Qu'est-ce que le serpent fait chez les tétrapodes? Tétrapodos, ça veut dire 4 pieds. Alors, en tant que zoologiste, je peux vous dire, oui, les serpents sont des tétrapodes. Mais ils ont perdu secondairement, ou du moins, il y a 120 millions d'années, les ancêtres des serpents ont perdu secondairement les 4 membres. Ils ont gardé d'autres traits de tétrapodes, sinon il n'y aurait pas lieu de le dire. Ils ont gardé cette première vertèbre spécialisée qu'on appelle l'atlas et qui a une forme très particulière. Ils ont gardé un cou en fait, et le cou est une signature des tétrapodes, ici, comme le sont l'humérus et le fémur. Seulement les serpents ont gardé leur cou, mais ils ont perdu les pattes. Bon, vous voyez que
Ce que je suis en train de vous illustrer là, c'est que le long d'un arbre tel que celui-ci, vous pouvez gagner les organes et les perdre. L'organisme se lie à grande échelle évolutive, bien sûr, pas à petite échelle, mais à grande échelle évolutive, pas à l'échelle de la physiologie, hein, mais à l'échelle de la paléontologie. Eh bien, les organismes se lisent de manière mosaïque. Il n'y a donc pas de plan d'organisation préétabli. Quatrième et dernière notion instructiviste, la notion d'information. Alors, la notion d'information, je vous réfère à ce livre, Le 0 et le 1, qui est un gros livre qui raconte l'histoire de la notion d'information à travers toutes les disciplines scientifiques. Et au chapitre 7, ce livre raconte comment l'information a été importée en biologie. L'information, en toute rigueur, et ça Pierre-Henri vous l'a dit, il est défini par une propriété d'invariance. C'est-à-dire que l'information, c'est ce que vous allez reconnaître comme régulier, mais qui ne dépend pas de son support matériel. Je vais répéter ce qu'a dit Pierre-Henri. Là, je vous envoie des ondes, je fais vibrer vos tympans, vous comprenez quelque chose de ce que je dis. Si quelqu'un tape le texte de mon propos, l'imprime et vous le donne demain, vous avez deux supports différents, l'information sera la même, mais les supports physiques ne seront pas les mêmes. L'information, c'est ce qui va être commun aux deux manifestations. Leurs supports physiques n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais l'information est ce qui reste d'invariant malgré la multiplicité des supports, malgré le caractère non pérenne des supports, malgré finalement l'évanescence des supports. Donc l'information, effectivement, elle n'a rien de matériel quelque part. C'est ce qui reste, c'est ce qui est compris indépendamment des supports. Il y a bien un flux d'un émetteur vers des récepteurs, bien sûr, et puis bon, là, il y a d'autres propriétés qui sont propres à la sociologie. Le problème que nous avons en biologie avec l'information, c'est qu'aucune structure matérielle ne garantit la pérennité du support. C'est-à-dire qu'en fait, l'information, elle est censée changer. Et donc, c'est plus de l'information. Les généticiens honnêtes disent que d'un individu à l'autre, il se transmet des gènes, évidemment, à la mutation près. Alors, beaucoup de ces mutations vont être silencieuses, mais au fil des générations, quelques-unes ne seront pas silencieuses. Et donc, du coup, il va y avoir un changement qui va se produire, et dès lors, il n'y aura plus d'information. Puisque l'information, c'est ce qui reste invariant. Donc, comment sauver la notion d'information en biologie, sachant qu'elle se définit ainsi dans d'autres domaines de la science? On peut vous proposer un sauvetage de l'information, moi je vous en propose un, et ça sera très proche de ce que Pierre-Henri vous a dit sur le passe-moi le pain ou passe-moi le sel, je ne sais plus. Tout à l'heure, effectivement, l'information, étymologiquement, information, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner forme à. Donner forme à, ça veut dire qu'on a affaire à un processus qui va générer quelque chose de semblable. Et quand je dis semblable, je suis, vous le remarquerez, extrêmement prudent. Je sais qu'en biologie, et puis d'ailleurs dans beaucoup d'autres sciences, il n'y a pas deux entités qui soient rigoureusement identiques, puisque nous sommes en face d'entités matérielles. Donc comme il n'y a pas d'entité identique, l'information, c'est un jeu de langage en fait. C'est une homologie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une homologie? Homologie, c'est juste donner le même mot à deux choses dont je sais que dans le détail elles varient. Ces choses ne sont pas rigoureusement identiques. C'est une homologie donnée sur les processus qui génèrent deux choses semblables. Une homologie, quand vous regardez la zoologie, vous vous dites, l'homologie, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est une oreille, c'est un pavillon de l'oreille. Vous, là-bas, vous avez un pavillon de l'oreille. J'ai appelé de la même façon les deux pavillons de l'oreille. Mais dans le détail, vous verrez bien que les deux pavillons de l'oreille ne sont pas identiques. Si je faisais de la morphométrie sur les pavillons de l'oreille de toute la salle, il n'y aurait pas deux pavillons de l'oreille identiques. Mais je les appelle quand même tous pavillons de l'oreille. Ça, c'est de l'homologie. Homologos, le discours sur les mêmes structures. Jusqu'à quel degré de ressemblance j'accepte de donner un même nom à deux choses dont je sais que dans le détail, elles diffèrent de toute façon entre elles? Et bien là, au lieu de l'associer à des structures, l'homologie, je l'associe à un processus. L'information, qu'est-ce que ça serait? Ça serait finalement les mécanismes que Pierre-Henri a décrits en disant votre cerveau envoie un signal parce qu'il a besoin de pain et ça passe dans la langue qui dit passe-moi le pain. Oui, c'est un processus qui génère du semblable. Il n'y a pas besoin de le qualifier d'immatériel en fait. On n'a pas besoin de qualifier l'information d'immatérielle en disant simplement que l'information est une homologie sur des processus matériels. En fait, c'est un jeu langagier que vous jouez sur des processus matériels et là, vous n'avez pas besoin d'instructeur d'ordre en fait.
de donneur d'ordre. Vous n'avez pas besoin de penser que dans la matière s'inscrit un ordre qui lui préexisterait. Donc, effectivement, l'information peut être sauvée si on lui donne un sens assez précis, subtil, un sens nominaliste, comme celui qu'on donne à l'espèce ou comme celui qu'on donne à l'homologie des structures. Et voilà ma conclusion. J'y arrive. Donc, ces donneurs d'ordre qu'on a gardés au XXe siècle, eh bien, certains peuvent être révisés, d'autres peuvent être abandonnés. La notion d'espèce, bon, ça ne va pas changer, hein, pas de révolution avec l'espèce, simplement c'est une convention de langage posée sur un flux de génération continue. Le programme, bah, c'est une régularité obtenue quelque part par la sélection naturelle. La sélection naturelle produit des régularités qu'on qualifie d'espèces ou qu'on peut dire tenues par un programme, mais en réalité c'est un jeu de mots, il n'y a pas vraiment de programme. Il y a surtout une biologie probabiliste qui vous enseigne qu'elle est plus efficace à expliquer ce qui se passe que le programme. Le plan d'organisation, là pour le coup, ne le gardez que comme un moyen mnémotechnique, mais ne le transposez pas dans le cadre théorique. Le cadre théorique, c'est une évolution mosaïque. Et l'information, si vous voulez le sauver, bah, sauvez-le comme une homologie des processus qui génèrent des choses qui sont semblables, mais évitons de penser que finalement, cette biologie que je qualifierais darwinienne, pourquoi? Parce que finalement, c'est toujours le cadre théorique d'aujourd'hui, la théorie darwinienne de l'évolution. Cette biologie darwinienne propose son fondement sur une variation désordonnée qui génère à certaines échelles une régularité que nous, on va appeler un ordre, si vous voulez. Donc si vous voulez mettre ces notions en ligne avec la théorie d'aujourd'hui de la biologie, ben, vous devez arranger ceci de cette manière. Voilà, merci de votre attention.